Balak,
cliniques universitaires de Kinshasa et professeur agrégé à l'université de Kinshasa. Nous serons accompagnés par les professeurs Njamouche, qui est chirurgien général et viscéral, professeur agrégé à l'université de Kinshasa et qui est aussi en France, à Lille. Et je vais modérer. Je suis le docteur Dieu merci Menene. Actuellement, je suis en Chine. Je viens de finir mon PhD et je compte déjà rentrer au pays pour affronter nos réalités. Donc, sans plus tarder, je passe la parole au professeur Bazebozo qui va nous parler de l'embolisation splénique partielle. Merci. Professeur Bazebozo? Oui, merci beaucoup, professeur Menene. Bonjour à tous, bonsoir à tous, selon les localisations. Nous remercions le département de radiologie de l'Université de Kinshasa qui a mis en place cette initiative à travers le professeur Mata, qui se déroule très bien. Nous avons choisi, comme été donné à la radiologie interventionnelle, d'essayer de parler des embolisations, qui est, comme on dit, au stade des débuts dans notre milieu. Donc, nous allons parler particulièrement de l'embolisation splénique partielle, qui est un traitement connu depuis, on peut dire, une quarantaine d'années, avec plusieurs indications et qui arrive à traiter de manière efficace certaines pathologies particulièrement digestive. Je vais partager mon écran d'abord. Euh, je pense que c'est bon, hein. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. Oui, on le voit, mais si on peut aller en mode diaporama. D'accord. Je pense que c'est bon maintenant, non? Excellent. Oui, c'est bon. Oui. OK. Bon, merci. Notre présentation va s'articuler sur les quelques points que vous voyez, les 4 points. Je commencerai par l'introduction en disant que la diversité de l'imagerie médicale et les avancées technologiques ont créé des sous-spécialités. Et la radiologie interventionnelle est une sous-spécialité distincte qui regroupe l'ensemble des actes médicaux invasifs réalisés par les radiologues sous guidage d'imagerie, utilisant les différentes techniques connues comme la radiographie, l'échographie, les scanners et même l'IRM actuellement. Alors, le principe de la radiologie interventionnelle est d'accéder à une cible située à l'intérieur de l'organisme et à y effectuer soit un acte diagnostique, prélèvement par exemple, soit un acte thérapeutique. Les repérages de la cible et les multiples voies d'accès sont rendus possibles par les guidages radiologiques. Ceci explique que la plupart de ces techniques ont été décrites par les radiologues. Cet accès à la cible peut se faire selon 3 modalités. Vous avez fermé votre micro, prof Basebozo. Prof Basebozo, votre micro est fermé. Voilà. C'est bon maintenant? Oui. OK. Alors, cet accès à la cible peut se faire selon 3 modalités. Par voie transcutanée directe, comme on voit dans les microbiopsies, dans les drainages d'abcès et même des collections ou de certains épanchements. Par un orifice naturel de l'organisme, comme les tubes digestifs, les voies urinaires, les voies biliaires ou les voies génitales. Par les réseaux vasculaires après cathétérisme d'un vaisseau périphérique.
C'est pas passé, hein? Alors, d'accord. Alors, par la voie percutanée directe, c'est depuis le développement de l'échographie et l'apparition du scanner que l'utilisation de cette voie d'abord est devenue particulièrement importante. Parce qu'avant, on faisait, comme nous le voyons encore, par exemple, des ponctions d'acide à l'aveugle avec certains repères. Il y a même des biopsies rénales qu'on fait encore en prenant quelques repères sans avoir un accès direct sur base de l'échographie ou d'autres imageries. Bon, depuis l'avènement du scanner avec de l'échographie, je pense que les choses ont été simplifiées et les risques d'accident sont minimisés. Outre les biopsies et les prélèvements guidés qui permettent un diagnostic plus précis et évitent une biopsie chirurgicale, sont apparues rapidement des techniques de traitement grâce aux possibilités d'accès aux différentes structures, qu'elles soient canalaires ou non. Nous avons comme des accès aux voies biliaires au cathétérisme, par cathétérisme percutané. On peut avoir des drainages biliaires percutanés ou aller simplement placer un endoprothèse pour faire un drainage interne. Nous avons des accès des voies urinaires supérieures comme la néphrostomie percutanée et des traitements des rétrécissements des urtères par des sondes double J qui peuvent bien être placés grâce à la radiologie interventionnelle. Nous avons aussi des accès directs et précis à certaines structures pour actions thérapeutiques, comme des drainages des collections, je l'ai dit, d'abcès, des destructions tumorales percutanées, des traitements des douleurs par infiltration radioguidée des corticoïdes et des techniques de consolidation du squelette par cimentoplastie. Il y en a bien d'autres. Alors, à travers les orifices naturels, nous avons les traitements des rétrécissements du tube digestif, qui peut être l'ésophage ou autre, par dilatation ou mise en place des endoprothèses. Nous avons aussi des sondes de gastrostomie qui peuvent bien être placées par la radiologie interventionnelle. Nous avons les traitements des invaginations digestives, surtout chez l'enfant, qui peuvent se faire sans chirurgie à travers une scopie ou l'échographie et une réduction pneumatique dans la majorité des cas. Et les cathétérismes tubaires, rétrogrades et récanalisation pour traitement de l'infertilité féminine est réalisé aussi par différents radiologues à travers le monde. Alors, les cathétérismes vasculaires, c'est, on peut dire, l'apogée, on peut dire la révolution de la radiologie interventionnelle. Par un abord percutané d'un vaisseau périphérique, artère ou veine, selon la technique de Seldinger, qui l'a décrit depuis 1952, c'est un radiologue suédois. Nous pouvons naviguer dans les corps entiers, de la tête aux pieds, grâce à un cathéter, grâce à des guides et grâce aux techniques radiologiques. À la même époque, je donne l'historique pour faire voir que ce n'est pas des actes très anciens, très récents, par des personnes qui ont vécu dans notre période, dont certains sont encore vivants, mais qui ont amélioré suffisamment la radiologie interventionnelle. Comme je le disais à la même période, il y a d'auteurs aux USA et d'autres radiologues ont imaginé proposer de traiter les rétrécissements et obstructions vasculaires, particulièrement dans les cas des sténoses athéromateuses, par des techniques de cathétérisme. Et là où nous avons l'image de la technique de Seldinger, je pense que ça restera dans ces dias. Toujours à la même période, il y a eu d'autres révolutions. Il y a Sidney Wallace, avec son équipe, ont mis en place des matériels d'embolisation dès les années 70, particulièrement les coils. Et puis, un cardiologue allemand ou suisse, Gutzig, a mis en place l'angioplastie coronaire. Et depuis lors, il a révolutionné la chirurgie cardiaque, surtout de pontage, car maintenant on sait que l'angioplastie a eu une place depuis ce moment jusqu'à aujourd'hui qui dépasse en nombre les actes de chirurgie de pontage. En France, nous avons aussi d'autres chercheurs qui ont mis en place l'artérographie sélective de l'artère carotide externe. Et nous voyons bien 1978, certaines personnes ou la majorité des personnes
d'entre nous étaient déjà vivants. Donc, notre sujet, particulièrement l'embolisation splénique partielle, a connu aussi une évolution dans les temps parce qu'en 1973, à l'issue de toutes ces innovations, Madison a essayé de faire une embolisation splénique totale par un caillot de sang autologue, mais au vu des complications qui n'ont pas permis de répéter cette technique, 6 ans plus tard, Iaspigos a réalisé une embolisation splénique partielle transcathétaire. Et depuis lors, l'embolisation splénique partielle n'a cessé de gagner des indications. Nous allons voir que dans notre milieu, nous avons réalisé une étude dans la drépanocytose parce que ce sont des enfants qui présentent un hypersplénisme et les complications de l'hypersplénisme, nous savons que c'est la diminution des cellules sanguines dans les sens circulants et cela entraîne plusieurs transfusions et nous connaissons aussi les complications des transfusions, plus particulièrement les risques infectieux et d'allo-immunisation. Et tout cela ne permet pas à ces enfants d'avoir une vie plus ou moins saine. Alors, dans la même période, il y a eu aussi des chirurgiens qui ont mis en place la splénectomie partielle. Les deux techniques, la splénectomie partielle, l'embolisation splénique partielle, ont montré des résultats similaires, c'est-à-dire la conservation de la fonction splénique, la réduction des besoins en transfusion sanguine et l'amélioration des cellules sanguines. Alors, quelles sont les 2 grandes indications possibles dans notre milieu de l'embolisation splénique partielle? C'est une technique pas très compliquée qui peut se réaliser ou bien qu'on a déjà réalisé avec des arceaux non vasculaires au vu de notre plateau technique, mais qui ont permis, grâce à cette technique de Seldinger et des cobras, des cathéters Cobra 4 French, d'aborder l'artère fémorale en vue de réaliser d'abord une angiographie du tronc cœliaque afin de faire de manière sélective une artériographie de l'artère splénique. Et cette cartographie de l'artère splénique avec ses branches nous permettent de décider de là où nous voulons faire notre embolisation partielle, soit les branches supérieures, soit les branches inférieures, ou même on peut faire de manière sélective à travers des microcathéters, des embolisations intraparenchymateuses, particulièrement dans les cas de traumatisme, quand on identifie de manière claire une artère intraparenchymateuse qui saigne, qu'on peut boucher sans toucher les restes de la rate et au bénéfice du patient qui va conserver sa fonction splénique. La 3e image que nous voyons, c'est une image d'artériographie de contrôle post-embolisation et il y a un signe important, ça nous voyons la veine splénique. Les retours veineux est un signe capital pour dire que j'ai fait réellement une embolisation partielle. En cas d'embolisation totale, nous ne pouvons pas voir les retours veineux. Donc, en radiographie interventionnelle, selon l'indication, selon ce qu'on veut, les signes vasculaires, c'est-à-dire artériels ou veineux, peuvent nous aider à savoir si notre technique a réussi ou bien si nous devons l'améliorer pendant que nous sommes encore dans la salle. Nous montrons par là les matériels que nous avons utilisés ici localement. Il s'agit de cette feuille qu'on appelle la gélatine. C'est une gélatine de porc ou spongostan. C'est une petite feuille qu'on essaye de couper en petits morceaux. On mélange avec du contraste. Comme vous voyez là, nous faisons un mélange à travers 2 seringues, des 10 cc et des 2 cc. Mais pour emboliser, on a peut-être besoin que des 2 cc, mais on ne peut pas emboliser avec plus de matériel. Parce que si nous provoquons un infarctus important, en post-embolisation, les syndromes post-embolisation sera encore majeur au vu de la nécrose majeure que nous allons créer. Donc, c'est des techniques simples, matériels simples, mais qui peuvent nous aider à arriver à résoudre des problèmes majeurs. Comme nous l'avons dit, dans le cas de la drépanocytose, cette technique a été indiquée particulièrement pour l'hypersplénisme. Mais dans les cas de l'hypertension portale, qui est aussi très fréquent dans notre milieu, que ce soit cirrhotique ou pas, nous pouvons utiliser aussi la même technique pour réduire
les risques d'hémorragie digestive ou carrément traiter les hémorragies digestives, soit à travers les varices ésophagiennes ou gastriques, arriver à diminuer le flux sanguin dans la veine porte, diminuer toutes ces voies on veut dire collatérales et ainsi donner au patient la chance de vivre avec sa cirrhose sans connaître trop de complications. Alors, d'emblée, on ne peut pas quitter la salle sans vérifier ce qu'on a fait. Je l'ai dit précédemment, nous avons là notre retour veineux qui nous garantit que l'embolisation est effectivement partielle, mais nous devons faire aussi l'angiographie pour mesurer la zone embolisée. Normalement, dans l'embolisation splénique partielle, on vise les 2 tiers du parenchyme splénique existant. Et ça, s'il y a une splénomégalie, je dois viser les artères, les branches qui me permettent d'emboliser les 2 tiers, c'est-à-dire autour des 70 à 80% du parenchyme splénique. Les tiers restants du parenchyme splénique permettent de conserver la fonction splénique et de protéger ainsi le patient contre les risques infectieux. Nous avons là les images des varices, on peut dire, ésophagiennes, l'image A, et des varices gastriques au niveau du fond gastrique. Mais nous voyons qu'après traitement par embolisation splénique partielle, ça c'est un article, j'ai mis les références en bas, et je l'ai pris à l'Internet, c'est un bel article publié l'année passée, où on voit qu'ils ont utilisé plus les coils au lieu des gélatines, mais ils ont complété quelquefois par la gélatine pour arriver à emboliser totalement la zone visée. Mais qu'est-ce que nous voyons? Et après embolisation, les images C et D nous montrent que les varices ont complètement disparu et les risques d'hémorragie digestive est complètement et sensiblement diminué. Alors, ça, c'est un contrôle au scanner, toujours venant de la littérature. Nous voyons qu'ils ont visé dans cette étude les branches supérieures, comme nous pouvons voir la zone infarcie et quelques zones au niveau du lobe, pardon, du segment inférieur de la rate. Et nous voyons là les images des coils qu'ils ont larguées pour emboliser. L'angiographie ici nous montre la différence de vascularisation entre la partie supérieure de la rate et la partie inférieure, qui est mieux vascularisée. Et ici, nous voyons qu'il y a une pauvreté vasculaire comparativement au segment inférieur. Alors, cette image, je l'ai mise à titre indicatif pour dire que l'hypertension portale peut donner beaucoup de complications, beaucoup de varices intrapéritonéales avec des risques d'hémorragie importantes avec des risques d'hémorragie importantes et ne permettant pas peut-être seulement avec les techniques d'endoscopie interventionnelle d'arriver à juguler cette hémorragie. La radiologie interventionnelle a une place adéquate pour arriver à compléter et à juguler des hémorragies. Il y a plusieurs techniques selon la localisation des varices qui saignent. Donc, l'apport du scanner injecté est très indispensable pour arriver à identifier les trajets que je dois suivre pour emboliser et pour traiter l'hémorragie digestive dans le cadre des hémorragies liées à l'hypertension portale. Cette technique est simple, mais les embolisations en général sont utilisées à partir de différents agents. J'ai essayé de mettre sur ces tableaux les différents agents utilisés pour faire des embolisations. On doit savoir l'indication, les types d'agents et la technique, parce que dans les embolisations, il y a des embolisations qu'on appelle proximales et des embolisations distales. Je dois définir tout cela avant d'aller au bloc et avant de commencer mon traitement parce que dans tous les cas, tous ces gestes ne sont pas sans complications et on doit bien discuter en pluridisciplinaire quelle technique utiliser pour le bénéfice du patient. Comme nous pouvons le voir ici, nous avons ici la durée théorique de l'occlusion. Il y a des durées temporaires, il y a des durées définitives. Et nous avons, selon les types d'agents embolisants, la gélatine, comme nous avons utilisé dans certains cas, est utilisée en préopératoire juste pour
diminuer le flux sanguin et éviter une hémorragie importante pendant l'intervention. Donc, les radiologues interventionnels peuvent intervenir avant les chirurgiens pour essayer de diminuer sensiblement le flux sanguin et permettre ainsi une intervention chirurgicale apaisée, moins hémorragique. Ce sont des particules résorbables, donc qui disparaissent après un temps. Et c'est ce qui est recommandé aussi, par exemple, dans les cas des hémorragies du postpartum, parce que ça permet de diminuer, de bloquer l'hémorragie sans boucher définitivement les artères utérines. Ce qui fait, après 2 semaines, la patiente peut avoir un flux normal au niveau des artères utérines et projeter une autre conception dans le futur. Nous avons aussi des agents ou bien des durées d'embolisation définitive. Nous avons par là des agents solides et des agents liquides. Dans les agents solides, nous pouvons faire une embolisation proximale, comme les coils ou les plugs. Nous avons des embolisations distaux, comme des particules de PVA, des microsphères des trisacryles. Ce sont des produits. Et nous avons des agents liquides qui sont des adhésifs, comme la colle, et non adhésifs, comme l'onyx. L'onyx est un produit, on peut dire, conditionné à 2 cc, mais avec une grande efficacité dans la gestion des hémorragies et des différentes localisations, que ce soit cérébrale ou même des membres inférieurs. Par exemple, dans les cas des malformations artério-veineuses, l'onyx est de plus en plus utilisé au vu de son efficacité. Et nous avons d'autres sclérosants, comme l'alcool et d'autres détergents. Tous ces produits sont connus et les fabricants sont connus quand il faut les commander. Alors, nous avons aussi ici des microparticules, des microsphères de différentes tailles. Euh, les flacons à ma gauche sont des flacons d'onyx et de différents contenus et les autres sont des microsphères de différentes tailles et selon la localisation, selon les calibres des vaisseaux ou des artères, nous devons connaître quelle taille de microsphère je dois utiliser pour arriver à emboliser la cible que j'ai choisie. Nous avons ici les coils qui sont comme des petits ressorts qui ont une capacité d'emboliser rapidement. C'est utilisé dans plusieurs indications, comme même dans les traitements des varicocèles. On peut utiliser les coils pour boucher carrément les veines insuffisantes, les veines spermatiques, ou dans d'autres cas, des hémorragies digestives, comme nous l'avons vu, ou même ailleurs. Même d'autres coils sont utilisés même dans les anévrismes ou des saignements au niveau cérébral dans les cas de neuroradiologie interventionnelle. Donc, en guise de conclusion, je voulais dire que l'embolisation splénique partielle est une technique efficace dans la prise en charge de l'hypersplénisme drépanocytaire et de l'hypertension portale, au moins dans ces 2 indications qui concernent notre milieu. Son application dans notre milieu pourra améliorer de manière efficace la prise en charge de l'hypersplénisme drépanocytaire et des hémorragies digestives. Je vais m'arrêter là. Je pense que c'est une synthèse et je suis disponible pour répondre aux différentes questions. Merci. Merci beaucoup, professeur Bazebozo, pour la présentation, cette brillante présentation très intéressante. Vous avez vraiment euh, condensé et présenté clairement l'embolisation partielle de l'embolisation splénique partielle. Euh, Vous avez commencé avec une petite introduction, l'historique, les indications, euh, les matériels emboliques et la technique. C'était vraiment intéressant. Merci beaucoup. Je vais donc passer la parole au panéliste, professeur Njamouche, s'il peut, euh, il a une contribution à faire. Professeur Njamouche, vous êtes là? Oui, oui, je suis bien là. Je suis Vous bien avez là. la Tout le monde parole. m'entend? Oui, oui. Ok, très bien. D'abord, je voudrais vraiment remercier le professeur pour cette brillante présentation. Vraiment, une présentation d'un haut niveau. J'espère que tous les assistants ont pu profiter de cela. C'est vraiment
Il y a même des choses qui sont faites au-delà de... Je suis chef de service de chirurgie en trauma center en France, et il y a même des éléments qui sont faits au-delà de ce que nous faisons en France. Donc c'est très très bien. Vraiment, félicitations. Alors, je suis content de voir qu'on parle d'embolisation à Kinshasa, parce que dans le traumatisme, nous avons besoin d'embolisation. L'embolisation, par exemple, a fait que dans la pathologie non traumatique, dans les ulcères gastro-duodénaux, avec la gastro-duodénale qui saigne, ça fait, je pense, une dizaine d'années que je n'ai plus eu à opérer des ulcères gastro-duodénaux qui saignent. Parce que souvent, c'est grâce à l'embolisation, à la radiologie interventionnelle, qu'on arrive à boucher en tout cas par un col ou par un stent, boucher ce saignement. Et donc, finalement, c'est de manière moins invasive et c'est mieux pour le patient. Alors, dans l'embolisation, en effet, je vois que donc, vous aviez écrit depuis les années 70, et c'est vrai que nous, par exemple, pour des régions difficiles d'accès en chirurgie, comme le saignement au niveau du bassin, ou bien le saignement au niveau du rétropé. En tout cas, le bassin, c'est depuis les années 70 qu'on a commencé à emboliser. Au départ, on a embolisé les deux hypogastriques, qui sont les artères qui sont souvent impliquées dans les traumas du bassin. Puis on a commencé à emboliser, on faisait avant les deux hypogastriques de manière systématique. Puis on a commencé à emboliser de manière plus ciblée, c'est-à-dire ceux qui saignent et pas faire d'office. Et puis on a commencé à emboliser avec des gels comme le curaspon ou la gélatine qui sont temporaires et qui permettent comme ça de retrouver une vascularisation. Parce que comme l'a dit le professeur, l'embolisation n'est pas dénuée de conséquences parfois néfastes, et nous avons déjà eu des gangrènes, des nécroses de fesses dues à des embolisations de bassin, parce que le bassin saigne. Alors, quand on arrive à l'embolisation de la rate, comme vous savez, en Occident, il n'y a pas beaucoup de cas de drépanocytose, de drépanocytose comme ça existe dans nos pays au Congo. Donc, moi, c'est une indication que je découvre, et c'est beaucoup plus élégant de pouvoir emboliser une rate, tandis qu'ici, quand on a des hypersplénismes, où c'est dangereux, on a plus tendance à enlever la rate. Et peut-être que finalement, on peut faire quelque chose de mini-invasif. Pourquoi ne pas étendre finalement cette technique d'embolisation partielle au lieu de directement enlever la rate parce qu'elle est trop grosse et donc à risque de saigner pour d'autres indications, pourquoi pas. Alors, quand on parle de l'embolisation de la rate, ici en Occident, il y a disons, il y a deux cas. Il y a le cas quand on a un traumatisme de rate, où le patient est stable, on le surveille, soins intensifs, où le patient est instable, quand il arrive, on lui enlève la rate. Maintenant, la question qu'on peut se demander, ben, si d'un côté on surveille, de l'autre côté on opère parce qu'il est instable, alors quand est-ce qu'on embolise? Quand est-ce qu'on embolise? Puisque d'un côté on surveille, d'un autre côté on opère. Eh bien, il y a quelques indications que nous retenons pour l'embolisation splénique traumatique, notamment lorsqu'on a un blush, donc une extravasation de produits de contraste. Lorsqu'on a un pseudo-anévrisme, le pseudo-anévrisme, c'est-à-dire que lorsqu'on a une perforation au niveau de l'artère splénique, une vraie perforation, mais qui est recouverte par soit le parenchyme, soit un peu de graisse, soit les structures adjacentes. Donc, c'est en fait un trou recouvert. C'est ce qu'on appelle le faux anévrisme ou pseudo-anévrisme. Ou bien lorsqu'on a une fistule artério-veineuse. Donc, ce sont les trois indications pour lesquelles on embolise alors que le patient est stable, parce qu'on sait que ce sont des risques qui est une rupture, une hémorragie secondaire. Alors, il y a d'autres petits. Alors, j'ai lu un article là de 2025, qui date de 2025, où on dit même que le fait d'emboliser préventivement les patients qui sont en haut grade de fractures spléniques, comme les grades 3 et 5, le fait de les emboliser alors qu'ils sont stables permet de diminuer le saignement secondaire et permet de diminuer la mortalité. Donc, 37% en moins de mortalité parce qu'on embolise les stades graves avant. Ça, c'est tout nouveau, c'est ce que nous ne faisions pas, mais c'est ce que j'ai vu décrit dans un article, dans une méta-analyse qui date de cette année. Alors, il y a d'autres indications pour lesquelles nous embolisons les rats. Lorsqu'on a un patient hémophile, par exemple, qui est accidenté, on sait bien que les hémophiles n'ont pas assez de facteurs et donc risquent de saigner, on les embolise. Ou bien lorsqu'on a un trauma splénique,
qui est stable, mais qui a une fracture de la colonne qu'il faut opérer. Donc, on sait que c'est un patient qu'on va mettre sur le ventre pour devoir opérer de la colonne. La colonne, on risque de faire des mouvements, ça risque de fragiliser cette rate qui est stable. Et donc, plutôt que de se retrouver avec une rate qui saigne pendant que le patient est sur le ventre, on va plutôt directement prévenir cet éventuel saignement en embolisant d'office. C'est ce que nous faisons. Alors, les hypersplénistes. Nous, on a des cas de maladies hématologiques pour lesquelles nous embolisons, ou non, plutôt, nous enlevons la rate. Par exemple, vendredi passé, nous avons dû enlever une rate parce que c'est quelqu'un qui avait un purpura thrombocytaire IMA. Donc, c'est une maladie où la rate séquestre les plaquettes sanguines. Donc, ce qui fait qu'il n'y a pas assez de plaquettes sanguines qui circulent dans le sang. Et donc, finalement, le patient saigne facilement. Donc, cette patiente avait eu des hématomes cérébraux. Et donc, il faut lui enlever la rate, parce que la rate, c'est elle qui coince les plaquettes. Et tout de suite après l'opération, on voit la différence. Elle a des plaquettes dans le sang, alors qu'elle n'en avait pas. Et donc, c'est une des indications. Et là, la question que je me pose, est-ce que l'embolisation pourrait faire la même chose? Je ne sais pas, je ne crois pas, il n'y a pas d'études que j'ai vues là-dessus. L'autre chose, c'est quand les patients sont à risque traumatique parce qu'ils ont une grosse rate, comme dans le cas des drépanocytaires, et donc on ne fait pas l'embolisation partielle. On a tendance à les enlever, mais peut-être à tort. On peut essayer le minimum invasif. Et puis d'autres cas, c'est lorsqu'on a une rupture spontanée de grosse rate. Quelqu'un qui a une rupture spontanée de rate, une grosse rate, on n'a pas de diagnostic. Et là, nos collègues hématologues nous poussent à aller opérer, enlever la rate, et qui permet aussi d'avoir un diagnostic anatomopathologique. Alors, je terminerai en disant que je suis content de voir qu'il y a l'embolisation à Kinshasa. Parce que moi, je ne savais pas. Là, je découvre. Pour les traumatismes, l'embolisation a vraiment changé notre prise en charge des patients polytraumatisés. Je travaille à Lille depuis 2004. Le premier jour où je suis arrivé à Lille, nous avons perdu un patient qui avait un saignement du lombaire. Parce que ce n'est pas évident pour le chirurgien d'accéder au rétropéritoire, qui est barré par le péritoire. Et donc, à l'époque, nous n'avions pas la culture d'embolisation. Donc, je suis persuadé que l'embolisation à Kinshasa a toute sa place. Et j'espère que ça pourra même intervenir maintenant dans les urgences. Donc là, la question que je poserai aussi, c'est cette embolisation, elle est disponible quand? Elle est disponible où? Et est-ce qu'il y a déjà eu des cas d'urgence pour lesquels l'embolisation a été salvatrice? Donc voilà, donc c'est ce que j'avais à dire. Il y avait aussi une autre question, mais une question vraiment tout à fait bête de chirurgien qui n'est pas du tout radiologue, c'est pour l'hypertension portale. Donc, c'est de manière indirecte. C'est-à-dire, lorsque vous embolisez les artères de manière partielle, c'est comme ça que vous avez un gain au niveau de l'hypertension portale. C'est ce que j'ai cru comprendre. Parce que je n'ai pas notion d'embolisation du système veineux directement. Est-ce que ça se fait? En tout cas, je n'ai pas de notion, mais c'est une question que je pose, une question de néophyte. Euh, donc voilà. Et puis, une autre petite question que j'avais, c'était quelle était la durée d'action de la gélatine? À peu près, vous dites c'est temporaire. J'ai cru comprendre dans votre topo que c'était 2 semaines. Bon voilà, est-ce que c'est vraiment 2 semaines? Est-ce que c'est plus court? Parce que c'est vrai, le but serait que cette obstruction puisse ne pas créer d'ischémie d'aval. Et donc, et puisse perméabiliser bien sûr les choses, mais pas trop tard non plus. Voilà donc ce que j'avais à vous dire. Et en tout cas, un grand, grand merci. J'ai trouvé la présentation très succincte et très straight to the point, droit au but, et vraiment très riche d'un point de vue international. Félicitations encore. D'accord. Désolé, il y a mon micro qui posait problème. Merci beaucoup, professeur, pour le partage de votre expérience. Vous avez posé plusieurs questions. Je ne sais pas si
professeur Bazebozo, vous avez noté, il y a par exemple, entre autres, une question concernant les maladies hématologiques. Est-ce que l'embolisation partielle splénique a une place? Est-ce que ça peut être efficace? Il y avait une question en rapport avec la disponibilité, où ça peut se faire à Kinshasa, comment, est-ce que c'est efficace? Vous avez des résultats? Est-ce que c'est salvatrice? Vous avez une idée sur le outcome, comme on dit en anglais? Il y avait aussi une question par rapport à l'hypertension portale. Est-ce qu'on on peut faire un abord veineux, passer par la voie veineuse directement pour emboliser et essayer de baisser la pression portale? Et puis, la dernière question, c'est en rapport avec la gélatine, la durée. Vous avez la parole, professeur Bazebozo. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur Nzamouche, pour les commentaires et les compléments d'information. Parce que nous, on est au début. Je vais commencer, je vais prendre les questions un peu, pas de manière ordonnée, mais je vais répondre à toutes les questions. Là, je commence par les derniers. L'artère splénique est une artère terminale. Donc, l'embolisation, même si c'est par gélatine au niveau de la rate, c'est définitif, quoi. On ne récupère pas la partie embolisée. C'est une nécrose qui s'est fait et puis, bon, c'est le syndrome qu'on gère après, le syndrome post. Mais quand il s'agit des artères comme artère utérine, avec la collatéralité et la partie, on peut dire, drainée ou bien irriguée par l'artère, les branches, peut être suppléée par d'autres branches. Ce qui fait qu'avec le temps, après un certain temps, quand l'effet ou bien la gélatine se dissout, l'artère se réperméabilise et il n'y a pas de nécrose utérine. C'est des choses, selon la localisation, c'est très différent. L'autre question, c'était sur l'hypertension portale. Dans l'hypertension portale, c'est une question de débit parce qu'on diminue les débits pardon, sanguins portales en embolisant partiellement la rate. Ce qui fait que les varices gastriques, les varices ésophagiennes disparaissent du fait de cette embolisation. C'est une technique que j'ai découvert aussi, l'indication, mais il peut se faire que vous puissiez emboliser directement les veines, selon les indications, bien selon les complications de l'hémorragie. Mais là, ce n'est pas la même technique, c'est, je peux dire, vous entrez directement par voie veineuse, arriver à emboliser la veine qui est ligne de veine, on peut dire, source de ces différents collatérales. Mais la technique ici d'embolisation splénique partielle, c'est vraiment diminuer les flux sanguins, les débits sanguins au niveau de la veine porte et ainsi diminuer les collatérales dépendant de cette veine porte, particulièrement ésophagienne et gastrique. Il y avait aussi la question, peut-être que j'ai oublié, c'était sur les hémophilies, je ne sais pas. Professeur Ménène, vous Oui, pouvez oui. m'aider? Oui, Hein? maladie hématologique, hémophilie, tout ça, est-ce que c'est efficace, que ça peut se faire? On Oui, peut, dans plusieurs maladies, bon, les articles, comme c'est un travail que nous avons fait une revue de littérature. Il y a plusieurs maladies hématologiques. La drépanocytose, c'est la première étude sur la drépanocytose. Les autres études, c'est thalassémie, c'est sphérocytose, les différents types de maladies hématologiques qui ont les mêmes complications, qui donnent l'hypersplénisme, ont été traités. Plusieurs types de maladies dans différentes zones du monde ont été traités par l'embolisation splénique partielle avec des résultats efficaces. Parce que qu'est-ce qu'on vise? C'est remettre la fonction rénale, remettre les cellules sanguines dans la circulation, éviter d'agrandir ou bien de préserver les réservoirs spléniques qui fait la séquestration. Là, l'indication est presque pareille, c'est éviter la séquestration splénique des cellules sanguines. En diminuant le volume de la rate, on diminue ses réservoirs, ça signifie que les cellules sanguines restent
au niveau du sang circulant. L'avantage aussi de l'embolisation, que ce soit dans l'hypersplénisme ou dans l'hypertension portale, parce que dans l'hypertension portale, comme il y a euh, séquestration splénique, l'hémorragie est difficilement gérée parce qu'il y a peu de plaquettes. En embolisant la rate, on libère les plaquettes qui vont jouer aussi à stabiliser l'hémorragie. Je pense qu'il me restait une dernière question. Oui, c'était sur les cas à Kinshasa concernant l'embolisation en urgence. Oui, Est-ce que vous en avez déjà eu urgence, l'expérience? non, on n'a pas fait en urgence parce que jusque-là, nous devons le dire, il n'y a pas un plateau technique stabilisé dans un hôpital à un endroit. Nous avons du matériel, mais il faut peut-être voir, nous sommes en train de voir au niveau des cliniques universitaires de Kinshasa s'il y a une possibilité de disposer d'une trousse d'urgence pour les embolisations et arriver à pallier cela. Mais la faisabilité est là. Notre difficulté, c'est, on peut dire, l'organisation interinstitutionnelle, je peux dire ça. Mais le fait, si une institution se porte garant de dire je mets sur place le matériel, il y en a pour pouvoir agir en urgence. Voilà ce que je peux dire. En tout Oui, cas, je vous merci, remercie professeur. beaucoup. Je vous remercie beaucoup parce que c'est des réponses qui sont très claires, en tout cas qui m'édifient. Et je vois par exemple que la spléectomie que j'ai dû faire pas plus tard que vendredi pour un PTI, un purpura thrombocytaire humain, peut-être que, enfin, je me pose la question, c'était à cause des cellules sanguines, enfin des plaquettes sanguines qui étaient séquestrées. Peut-être que l'embolisation aurait pu être une étape de ne fût-ce que test de voir s'il y avait une amélioration. Et en tout cas, bon, je vais voir un peu la littérature dans ce sens, mais c'est quelque chose que nous n'avions pas évoqué, alors que vous nous, par votre expérience de la drépanocytaire, vous nous prouvez vraiment que de la drépanocytose, que c'est des choses auxquelles il faut penser. Et puis donc, j'inviterai vraiment le département de radiologie, euh, avec le professeur Moloy et tous les autres, de voir dans quelle mesure on peut disposer en effet d'un plateau technique pour l'embolisation, ne fût-ce que pour les cliniques universitaires, qui est quand même un centre de référence, pour voir dans quelle mesure on peut gérer les polytraumatisés. Ça pourrait vraiment nous aider. Un grand merci encore. Merci à vous. Je voudrais partager aussi ma petite expérience ici en Chine par rapport au matériel embolique. Il y a un moment, on utilisait plus la gélatine en poudre, les gels forums en poudre, qui marchent très bien, mais parfois on utilise aussi les PVA de PVA, des particules PVA. Mais depuis un certain moment, mon co-directeur est en train de mener une étude. Il cherche à comparer ces euh, composantes avec les cyanoacrylates, les Oui. N, oui. Bien que la manipulation peut être un peu complexe, mais on a constaté que les cyanoacrylates qu'on combine avec les lipiodoles et puis on donne d'abord les sérums glycosés, ça marche vraiment très bien et facilement on peut atteindre un bon pourcentage, un bon volume de la rate embolisée. Et j'avais une question, professeur Bazebozo, par rapport à votre étude. Oui. Est-ce qu'il y a eu des cas qui ont nécessité une, euh, une deuxième embolisation? Parce que par rapport à la durée des matériels emboliques, prenons l'exemple de la gélatine, la durée c'est 24 heures à quelques jours. Donc, parfois, on peut avoir une réperméabilisation des vaisseaux et ça peut diminuer l'efficacité. Est-ce que vous avez eu des cas qui ont nécessité une seconde embolisation? C'est la question que je voulais poser. Je peux répondre, hein? Est-ce qu'il y a eu parmi les cas des patients qui ont bénéficié d'une embolisation splénique, il arrivait parfois que vous faites, l'efficacité n'est pas assez bon, il faut peut-être que faire une deuxième embolisation après quelques temps. C'est arrivé? Non.
Je l'ai Ah, dit, l'artère splénique, c'est une artère terminale. En fait, hmm, quand vous embolisez, les timings, c'est un peu comme dans l'AVC, les 6 heures passées, c'est fini, quoi. Hein, toutes ouais. les cellules sont détruites. Ben, par contre, partant de votre question, nous avons plutôt eu des cas de... Bon, c'était aussi par expérience, hein. Je pense qu'il faut doser les matériels embolisés. Il ne faut pas mettre trop de gélatine. Parce que des fois, on Hmm, a eu des nécroses très efficaces avec des douleurs majeures chez les patients. Et quelquefois, c'était pas facile à gérer en post-embolisation. Mais revenir par rapport à ça, pour la rate, non. Je pense que tout le monde qui a été embolisé, nous avons une iconographie magnifique. Mais plutôt, on a découvert beaucoup d'autres choses à travers cette embolisation. Et pour essayer un peu d'ajouter aussi au professeur Nzamouchi, nous sommes en train de mener une étude hein, avec l'Université de Marseille, euh, toujours par rapport à l'embolisation splénique. Nous voulons utiliser différentes techniques d'embolisation, différents matériels pour arriver à voir comment on peut arriver à diminuer les syndromes post-embolisation pour rendre cet acte totalement ambulatoire. C'est-à-dire, si on peut le faire le matin et que le soir, les patients peuvent rentrer à la maison sans vivre trop de douleurs post-embolisation, c'est la chose qu'on va chercher. Techniquement, les différents agents font presque la même chose, mais la gestion de la douleur, c'est là où nous devons savoir quel est l'agent ou bien quelle est la technique qui nous permet d'avoir moins de douleur et gérer. C'est parce que le syndrome post-embolisation, c'est l'élément capital, hein, je dois le dire. Dans un centre qui n'est pas outillé, je ne conseillerais pas. Parce qu'on peut perdre le patient en post-embolisation par au retard de prise en charge du syndrome post-embolisation. hmm. Professeur Ntamouche, je voulais aussi, par rapport à la question euh, relative à l'embolisation veineuse. Ici, vous savez, la Chine, c'est le number one en termes d'hépatite. Et donc, on a beaucoup de cas de cirrhose. Pratiquement chaque jour, on fait minimum 3 à 4 tips. Donc, le shunt porto-cave. C'est les patients viennent avec hémorragie digestive haute par rupture des varices, etc. Donc, pour emboliser les veines, nous profitons pendant que nous réalisons le shunt porto-cave, nous embolisons aussi les, 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 les varices qui proviennent du tronc-porte, qui proviennent de la jonction veine splénique, quand elle se jette au niveau du tronc-porte, tout ça, donc on embolise, on profite pour emboliser. Mais il y a aussi possibilité, sans passer par la voie transjugulaire, on peut faire une ponction au niveau costal, sous guidage du DSA. On peut repérer les veines portes, remonter, aller trouver les varices et les emboliser directement. Donc, c'est possible. Il y avait une question, une main, je crois bien que c'était le docteur Robert Kitenge. Je ne sais pas, il est là. Oui, bonsoir, je suis toujours là. Ah, d'accord, docteur, vous avez la parole. Bonsoir, merci. Euh, j'ai deux petites questions au professeur Bazebosso. Donc, c'est docteur Kitenge du centre hospitalier Moncolé, IRB-CFA. La première, docteur, est-ce que vous pouviez nous parler des quelques complications que vous avez rencontrées pendant votre étude sur l'embolisation partielle chez les DREPA? Et la deuxième, pouviez-vous nous dire le temps moyen d'hospitalisation des patients qui ont bénéficié de votre embolisation partielle? Merci. Merci beaucoup, docteur Kitenge. Euh, je sais que je peux dire comme complication majeure qu'on a eue, c'était des ruptures de la rate. Hein, la rupture de la rate qu'on a eue et après, après étude des dossiers,
nous avons découvert, et il y a eu aussi ces complications nous ont amené aussi à parler d'une découverte qu'on a eu à réaliser pendant ce travail. Les nodules spléniques euh, que nous voyons, on avait étiqueté d'abcès spléniques. Il y en a d'autres qui étaient pas comme des abcès, mais qui étaient des nodules, on peut dire des nodules comme des régénérescences. La littérature dit beaucoup de choses. Mais nous avons eu 4 patients qui ont eu des ruptures de la rate. Chez l'un des patients, tous les spécimens post-chirurgicaux ont été envoyés à l'anapath. Chez l'un des patients, nous avons découvert ce qu'on appelle la péliose. Et en essayant de lire, la péliose, ce sont comme des cavités sans membrane ou paroi, mais ces cavités intraparenchymateuses spléniques qui sont remplies de sang, mais qui sont des points de fragilité de la rate. Et on a mis ça dans cette embolisation comme une contre-indication en cas de péliose, en cas de nodules spléniques. Il faut être prudent pour ne pas aller vite emboliser. Parce que ces nodules, on doit les étiqueter avant, mais sans biopsie, c'est difficile. Et puis des rates fragiles biopsiées, on peut encore créer encore une rupture. Mais nous, je peux conseiller, en cas des nodules, mieux vaut surveiller ou si ça ne tient pas, l'hypersplénisme est majeur. Peut-être que ce sont des patients chez qui on peut confier à la chirurgie. Euh, Bon, là, je demanderai au professeur Nzamouche à l'expérience. La chirurgie, la splénectomie partielle, si vous en avez une expérience dans votre hôpital ou bien dans votre pratique, mais peut-être c'est de ces côtés-là qu'on peut aussi des fois, si par l'embolisation, peut-être une splénectomie partielle. Je ne sais pas. La deuxième question, les temps d'hospitalisation prévus est normalement de 3 jours, sauf complications. Pourquoi je l'ai dit? Les temps de surveillance majeure en soins intensifs est de 3 jours parce qu'on continue avec un traitement morphinique pendant les 3 jours post-embolisation pour essayer de bien suivre les patients avec une surveillance rapprochée, des fois en association d'autres antalgiques. Et souvent, on a eu dans la majorité des cas, après les 3e jours, ils avaient plus besoin de passer par des traitements péros, des antalgiques péros. Et à ce moment-là, on peut les passer en chambre ou bien chez certains patients, on a vu que ça nécessitait même qu'ils quittent l'hôpital et être surveillés par rapport à la douleur à la maison. Euh, je vois une autre question, toujours venant de docteur Jean-Robert, en rapport avec les contre-indications de l'embolisation partielle de la rate, les contre-indications relatives et absolues. Ce n'est pas ma question, hein. Ma question est juste au-dessus. Mais je vois qu'il y a la question. Ah, il n'y a pas de nom, c'est iPhone. Donc, docteur Bazebozo, vous pouvez répondre? Attends, je dois lire d'abord. C'est quelle question? Les contre-indications Quelles relatives et sont... absolues. Ah oui. Dans les contre-indications relatives, euh, je pense qu'on peut aller dans les cas par cas. Et ça peut être, par exemple, les taux de l'hémoglobine. Hein, si l'anémie est importante, je pense qu'il faut éviter d'emboliser. Peut-être qu'il faut remonter d'abord comment on peut dire, les taux d'hémoglobine pour éviter les phénomènes inflammatoires post-embolisation peuvent aggraver l'anémie. Mais on a eu aussi des patients avec des taux d'hémoglobine faibles, tout en sachant que dans la drépanocytose, il ne faut pas s'attendre à des valeurs d'hémoglobine très élevées. Je pense que c'est peut-être l'une des indications relatives. Mais en cas d'infection, il ne faut pas faire. Je pense que là, ça peut être même une contre-indication absolue. Ou, comme je l'ai Hmm. dit, surtout quand il y a suspicion d'abcès splénique, il ne faut pas faire. Vous n'allez pas gagner parce que emboliser pour passer en chirurgie de splénectomie, je pense que ça ne vaut pas la peine. Ou peut-être carrément passer à la chirurgie. Merci, professeur. Il y a parmi les contre-indications, en général en radiologie interventionnelle, comme en imagerie,
euh, on pose toujours la question concernant les allergies aux produits de contraste parce que euh, les patients peuvent rester sur la table à cause d'un choc anaphylactique. Donc, il faut poser la question si les patients est allergiques, par exemple, aux produits iodés, on fait pas. L'infection. Les contre-indications relatives, parfois, il y a l'insuffisance rénale, il faut juger. Il y a aussi la grossesse. Est-ce qu'il faut exposer la femme enceinte? Il faut voir les pour et les contre, les bénéfices. Qu'est-ce qu'on pourra gagner? Si c'est faisable, alors on pourra, dans la mesure du possible, protéger les fœtus et puis faire. Il y a d'autres questions? Il y avait une autre question que j'avais posée hein, dans le chat, hein, juste au-dessus de Le- l'autre. le- oui. C'était Dans juste quel pour centre savoir à dans quel Kinshasa? centre À vous avez fait Kinshasa, vos embolisations. avez-vous oui. Beaucoup Les d'embolisations. embolisations? Oui, les embolisations majeures qu'on avait réalisées, c'était à l'hôpital Monkole, à Mongafula. D'accord. Oui, bon, pour ce qu'on a fait, mais bon, on a eu aussi à faire dans d'autres. La même embolisation partielle splénique a été réalisée aussi au CMK. Nous avons fait chez une jumelle. Et les garçons on a choisi de faire une splénectomie chez les garçons. Bon, ça c'est un cas. On a eu à faire aussi une embolisation l'année passée d'une malformation artério-veineuse pelvienne aux cliniques universitaires de Kinshasa, chez une dame qui avait des hémorragies génitales, mais après hystérectomie qui continuait. Mais elle a très bien évolué. Ça, c'était une patiente du professeur Nzovoma qui avait jugé bon, si possible, de faire l'embolisation au lieu d'une chirurgie. Et il y a beaucoup de collègues qui font des embolisations à Kinshasa. Euh, je ne sais pas les dire d'emblée, mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup. Et pour répondre à votre question, on fait enfin, il y a de moins en moins d'engouement et d'indications pour les spectomies partielles. Une des seules Oui, indications qui reste, c'est lorsqu'on a un nodule bien précis, un nodule ou un kyste qu'on a difficile à préciser dans une partie, par exemple au niveau de la partie supérieure de la rate, on va faire une exérèse de cette partie pour avoir une allapate. C'est une lésion bien précise. Mais tout ce qui est les filets qu'on mettait avant ou les splectomies partielles dans la pathologie de l'urgence, actuellement, ça n'a pas lieu. En tout cas, dans la pathologie de l'urgence, lorsqu'on a un trauma splénique, on enlève toute la rate. On enlève toute la rate ou on l'enlève pas ou on l'embolise. Mais les splectomies partielles, c'est peu d'aloi. Et pour les indications telles que vous faites des embolisations partielles lorsqu'il y a un hypersplénisme, nous n'avons pas encore cette culture au niveau chirurgical. Ça mérite d'être creusé. On a plus tendance à tout enlever parce que c'est difficile pour nous de savoir jusqu'où on peut être partiel en espérant que ce soit assez pour ne pas provoquer de séquestre, par exemple, ou en espérant que ce soit assez pour diminuer un hypersplénisme. Est-ce qu'on n'est pas trop ou trop peu? C'est toujours difficile. Et comme en chirurgie, bah, on essaye d'y aller qu'une seule fois pour être radical, c'est pas comme en embolisation, on est moins invasif, on peut se permettre de revenir au cas où. Donc, en général, on a plus, c'est vrai, tendance à faire des spélectomies totales. Peut-être à tort, hein, mais voilà. Il y a moins en moins de place pour les spélectomies partielles. d'accord. Merci beaucoup. Docteur Bazebozo, j'ai bon, une petite question de curiosité hein, par rapport à votre protocole. Sachant qu'on peut avoir quelques complications du genre abcès après embolisation. Chez nous ici, on a toujours l'habitude de donner, avant de donner, d'injecter le matériel embolique, on donne un bolus, un antibiotique en bolus. Je ne sais pas ce que chez vous là-bas, dans votre protocole, vous le faites aussi. Oui, obligatoirement. Je pense que c'est un protocole standard universel, c'est-à-dire on n'embolise Mhm. pas,
sans faire une antibiothérapie péropératoire. Ouais. Hein. C'est-à-dire, on le fait en vue de prévenir les complications qui peuvent survenir. Euh, je pense que même dans les différents protocoles, j'ai lu beaucoup d'études là-dessus, presque tout le monde le fait. Tout le monde essaye de mettre cette antibiothérapie pour prévenir les complications infectieuses, hein, particulièrement. Ah. Il y a d'autres questions? Je vois une question sur les principaux avantages de l'embolisation splénique partielle par rapport à l'embolisation splénique complète, donc totale, dans la gestion des traumatismes. Donc ça, je peux déjà donner des éléments de réponse Oui, oui. pour parce que l'embolisation traumatique, souvent, on a une lésion. Donc, comme je disais, un pseudo-anévrisme ou un blush, une extravasation de produit de contraste ou une fistule artério-veineuse. Donc, on a un goal, on sait bien c'est à tel endroit qu'il faut aller. Donc, on y va et on va jusqu'à l'endroit, comme ça on est précis. Et ça peut éviter de détruire toute la rate avec toutes les conséquences immunitaires. Même s'il y a un article récent qui a montré que l'embolisation de la rate, même complète, ne change rien au niveau immunitaire. En tout cas, j'ai été étonné de voir cet article que ce n'est pas parce qu'on a embolisé totalement qu'on a besoin d'être vacciné après. Il disait même que ça ne servait à rien de vacciner les patients embolisés, pas spénictonisés, mais embolisés totalement. Mais voilà, c'est comme ça, on est plus ciblant, on va juste à l'endroit qui est problématique. Donc, c'est des embolisations, je dirais même ciblées, plutôt que partielles, c'est plutôt ciblé. Et donc, comme ça, on n'embolise pas le tronc complet de l'artère splénique. Ce qui arrive parfois lorsqu'on a besoin. Lorsqu'on a besoin, par exemple, ceux qui font maintenant récemment, enfin depuis récemment, c'est dans les grades, les hauts grades, les stades 4, les stades 5 de la rate où il y a plus de 50% d'hématomes sous-capsulaires, où la rate est complètement détruite. De manière préventive, là, ils vont emboliser vraiment le tronc. Mais dans les autres indications, ils vont vraiment emboliser le problème, en fait. Ouais. D'accord. Moi, je voulais aussi ajouter en disant l'embolisation totale, comme je l'ai dit un peu dans l'histoire, euh, l'indiqué n'a pas beaucoup d'importance. Sinon, on fait carrément la chirurgie, on enlève. Parce que si la rate ne reste plus, n'a plus de fonction, bon, peut-être on peut se poser la question pourquoi garder. Parce qu'en embolisant totalement, en cas par exemple d'abcès, on va créer une complication au lieu carrément de l'enlever chirurgicalement avec un contrôle bien établi. Mais dans les cas de traumatisme, je pense que je parlais même dans les techniques d'embolisation partielle. Il y a plusieurs techniques. Il y a des techniques où on essaie même de faire une embolisation essaimée, c'est-à-dire on fait comme des micro-embolisations intraparenchymateuses pour essayer de diminuer l'effet. Il y a plusieurs techniques. Mais dans les cas de traumatisme, on peut localiser de manière claire la branche artérielle qui saigne avec les microcathéters, des microcoils, on peut bien aller boucher et ainsi préserver les restes de la rate. Oui. Professeur Bazebozo, Oui. une question, une question pour les assistants. Est-ce que, sachant qu'actuellement, il y a pas, vous n'avez pas d'arceau aux cliniques universitaires, est-ce que vous avez une politique pour essayer d'aider les assistants à participer à ces genres d'interventions? Par exemple, une rotation là où se trouve l'arceau, où on réalise des embolisations. Est-ce qu'il y a une politique comme ça? Parce que ici en Chine, des histoires telles que des embolisations spléniques comme ça, de tests, chimio-embolisation pour des tumeurs, c'est réalisé par des assistants, des jeunes assistants. Et je ne sais pas, au pays, en tout cas, nous devons aider les assistants à commencer à réaliser ces genres de gestes parce que c'est pas sorcier, c'est pas très complexe.
les assistants de deuxième, première année, deuxième année peuvent déjà le faire. Je ne sais pas si vous avez une politique qui va permettre aux assistants de commencer à s'intégrer, à réaliser ces genres de procédures. Euh, Très bien, une très bonne question. Et cette politique existe, mais ça reste la politique, hein. C'est-à-dire, l'idée, c'est, oui, oui, non, ce n'est pas dans ce sens. L'idée, de la même manière que les assistants sont en train de faire des rotations en dehors des cliniques pour avoir une pratique là où il y a l'équipement, de la même manière, on est en train de voir comment, là où on peut faire. Bon, en ce qui concerne les gestes percutanés, je pense que des assistants qui sont un peu habiles ont commencé à apprendre. Mais Mhm. pour les gestes, par exemple, des vasculaires ou bien d'autres des drainages biliaires, il faut dire vrai, nous sommes en train de recommencer après avoir préparé un peu un plateau technique pour essayer de redémarrer une activité de manière constante. Mais on est aussi en train de préparer, bien sûr, au niveau du département, des groupes d'assistants qui pourront faire des rotations, mais les rotations ne seront pas pendant une période. Par exemple, par rapport aux actes, si on a des indications d'actes à tel endroit, on peut dire oui, deux, trois, quatre peuvent être là, peuvent voir, peuvent connaître quels sont les matériels utilisés pour tel cas et tel autre cas. Petit à petit, nous n'avons pas un grand recrutement de patients en ce qui concerne les vasculaires, mais malgré qu'il y a beaucoup de patients dans la ville, mais je pense que c'est la collaboration aussi avec les autres. Comme je l'ai dit, les hémorragies digestives, par exemple, pour les patients cirrhotiques, bon, avec hypertension portale, hein, ça peut aider et la pratique et des hémorragies, par exemple, du postpartum. Ça, c'est une chose. Il y a des pourparlers au niveau du département, au niveau des cliniques, pour essayer de voir comment on peut faire pour rendre cette activité constante et faire aussi des astreintes. Par exemple, moi, personnellement, les hémorragies du postpartum, je pense que ce n'est pas des actes qui nécessitent trop de technicité. Il suffit de maîtriser l'anatomie et la technique, comment aborder l'artère utérine. On peut laisser ça aux assistants qui pourront bien faire des gardes là-dessus. Mais c'est une Mhm. affaire de tout le monde, hein, pas simplement de nous autres qui nous intéressons un peu plus à l'interventionnel, mais je pense que le besoin est généralisé. Vraiment. Il J'avais y a vu d'autres une main questions? de, j'avais vu une main, peut-être qui a disparu. Il y avait Marc, docteur Marc Luzola, apparemment. Oui, professeur. Oui, Marc. Oui, professeur. Je voulais juste, en fait, c'est une question de curiosité. Je voulais savoir, dans la prise en charge, euh, quelle est la technique, en fait, euh, dans le prix à payer, hein, la chirurgie et l'embolisation, quelle est la meilleure technique qu'il faut peut-être conseiller à ceux qui veulent faire cette technique d'embolisation, par exemple, entre la chirurgie et l'embolisation? Pardon, Marc, vous demandez les coûts. Oui, les coûts entre l'embolisation et la chirurgie. Euh, bon, c'est relatif, hein, mais je dois dire, pour l'acte en soi, l'embolisation ne coûte presque rien parce que vous avez besoin d'un cathéter Cobra, vous avez besoin d'un fil guide, vous avez besoin d'un introducteur, peut-être d'une aiguille de ponction, vous avez besoin de quelques seringues, de produits de contraste et la feuille de gélatine ne coûte pas grand-chose. Mais par contre, la gestion du syndrome post-embolisation peut coûter, ça je dois le dire. Parce que on utilise le morphine avec pompe parce qu'il faut gérer, il ne faut pas laisser le patient en souffrance. La chirurgie peut-être sembler, mais dans la comparaison que nous avons réalisée, dans les types d'anesthésie, dans l'acte chirurgical, l'embolisation, c'est moins d'une heure du temps. Et puis l'anesthésie, c'est peut-être moins d'une heure. On n'intube pas dans les cas d'embolisation, mais dans les cas de chirurgie, je pense qu'il y a intubation, l'anesthésie est majeure par rapport à l'embolisation.
Mais par contre, si les syndromes post-embolisation n'amènent pas des complications, l'embolisation est moins chère que la chirurgie. C'est pourquoi j'ai dit il faut relativiser. Si tu as une complication, ça Merci, peut se professeur. terminer par la chirurgie, oui. Merci, professeur. Merci beaucoup. Je pourrais juste rajouter que, donc, le professeur a tout à fait raison, la chirurgie, faut comprendre toute la chirurgie, hein, avec l'hospitalisation post-opératoire, avec le risque de complications post-opératoires, ne fût-ce que l'infection pariétale, la cicatrice, le risque d'éventration. Il y a tout ça dans les complications chirurgicales qui existent aussi. Donc, c'est vrai que l'embolisation semble plus économique, même en termes non seulement de coûts financiers, mais même de coûts en termes physiques pour le patient. Merci, professeur. Merci beaucoup. Professeur Méné, j'ai vu le prof Moll a levé la main. D'accord, professeur Molo, vous avez la parole. Ok, professeur Ménéné, merci beaucoup. Tout a été dit, hein, tout a été dit. Mais concernant notre département, pour le moment, euh, tout est encore au stade embryonnaire. Euh, on est en train de chercher à créer d'abord l'infrastructure. Nous avons une salle, pas dédiée, mais qu'on va exploiter pour l'interventionnel. Le matériel, nous manquons. Donc, nous n'avons pas de matériel pour ça, pour l'interventionnel vasculaire, mais on a quand même des projets, des petits projets. Pour ceux amis qui m'écoutent, pour moi, il peut nous mettre sur la bonne voie pour trouver du bon matériel. Ce que nous manquons également, et ça j'insiste, c'est créer la densité des talents. Partout là où vous êtes en Chine, partout, en Europe comme en Chine, il y a des équipes, hein, qui se mettent ensemble pour faire la densité des talents, nous n'avons pas encore. Je crois, nous comptons beaucoup sur, quand je parle de la densité des talents, je vois des gens compétents, gentils, non toxiques, qui peuvent travailler ensemble pour faire avancer la chose, pour faire avancer la radio intervention au pays. Donc, c'est là où on a des petites difficultés. Pour cela, nous comptons beaucoup sur vous, hein, sur les gens qui sont à l'étranger, pour voir dans quelle mesure vous pouvez réintégrer le pays pour créer cette densité des talents. C'est très important. Euh, on ne peut pas tout laisser au professeur Bazeboso, il sera submergé. On ne peut pas tout laisser à Chibasu, il sera submergé. Il faut une équipe de gens bien qui travaillent ensemble pour faire avancer la chose. Donc, là, c'est quelque chose qui me tient à cœur, parce que pour le moment, on a même structuré sur le plan officiel. Je suis maintenant, je suis l'autorité morale de l'imagerie intervention. Donc, le chef de cette imagerie que je dois faire grandir. Donc, vous voyez un peu la tâche, hein, c'est pas facile. Je compte beaucoup sur vous, sur tout le monde, sur Mata surtout, pour de ses idées, euh, pour pour faire progresser cette imagerie interventionnelle au pays. Donc, si je peux résumer, il y a un problème d'infrastructure. On a une salle qu'on peut utiliser pour le moment, mais c'est ample, ce n'est pas suffisant. On doit créer d'autres infrastructures. On a un problème de matériel et on a un problème de densité des talents. J'insiste sur le mot densité des talents, hein, de densité des talents des équipes qui travaillent ensemble pour faire avancer la chose. Si on va arriver, si nous arrivons à cela, on va faire, euh, euh, on va faire comment? Faire avancer notre imaginaire intervention. Parce que tout est codifié, hein. Tout ce qu'on dit là, ceci, en pré-intervention, en post, tout est déjà
codifié sur le plan international. Donc, les choses sont simples, mais nous manquons l'essentiel. Voilà un peu ce que je voulais un peu faire passer comme message, comme autorité morale de l'imagerie intervention il y a un mois seulement. Voilà, Merci beaucoup, chef. Je crois que chacun de le nous, message est passé. chacun de nous, là où il est, c'est notre pays. Nous n'avons que le Congo et nos familles sont là-bas. Nos parents, nos frères, nos sœurs, parfois ils meurent à cause des, des petits trucs qu'on peut gérer en radiologie interventionnelle. Ici, on parle de embolisation splénique, mais en radiologie interventionnelle, il y a tellement de choses qu'on peut faire. Par exemple, la neuroradiologie interventionnelle, on a quel est le taux des hémorragies cérébrales à Kinshasa par rupture d'anévrisme et tout ça. Si on a un service équipé à Kinshasa, là, des histoires là, on pourra facilement les faire. Des tips, des chaînes porto-caves, beaucoup de trucs, des embolisations prostatiques. Je vois les projets de professeur Bazebozo que je salue. Euh, je pense qu'on y arrivera, professeur. Et courage à vous. Avec l'aide de Dieu, on y arrivera. Et surtout l'aide de mes compatriotes. Oui. Parfois, on parle avec les amis ici. Ils sont vraiment prêts à nous aider. Mais comment est-ce qu'on pourra, par exemple, commencer à faire déplacer des équipes, des experts, alors qu'on n'est pas équipé? On n'a pas d'arceau, on n'a pas de DSA. euh, Parfois, ils me disent, voilà, les étudiants peuvent, les assistants peuvent même venir pour des pratiques, mais tout ça, on en parlera peut-être un jour. Et je pense que on pourra aider dans Pas un jour, on en parlera demain. Le temps D'accord, presse. d'accord, professeur. D'accord. Je pense qu'il y a plus de questions. Il y a une question sur le chat. Compte tenu de la prévalence élevée des cas de fibrome hémorragique, avez-vous étendu la radiologie interventionnelle pour des cas de masse fibromateuse hémorragique? Avez-vous personnellement fait des cas d'embolisation de l'artère utérine et quel outcome post-embolisation? Oui, c'est docteur Jean-Michel Kayumba. L'embolisation des artères utérines, ce n'est pas une technique compliquée, c'est une technique simple. Mais nous n'avons pas de pratiques ici localement. Bon, comme nous le savons, la radiologie interventionnelle, c'est un domaine transversal qui doit avoir des collaborations avec différentes spécialités. Euh, Quelquefois, c'est très regrettable de voir, moi je le répéterai, voir une femme qui décède à cause de l'hémorragie du postpartum dans un milieu, dans nos milieux, je pense que ça doit faire partie de nos priorités pour dire que d'ici une année, il faut qu'on arrête, si possible, là où on peut avoir les matériels, qu'on évite cela. C'est vraiment, je peux dire, l'acte parmi les actes les plus simples à faire pour larguer, parce que vous n'avez pas besoin d'atteindre spécifiquement l'artère qui saigne. Vous pouvez larguer la gélatine et puis ça va se corriger. Les embolisations des myomes, comme on a dit, nous avons essayé de faire cette semaine des pratiques à Kinshasa, mais je dois le dire, nous n'avons pas une grande collaboration de nos collègues gynécologues. Plutôt que de collaborer, la chose est vue comme si c'est une substitution. C'est là où c'est quelquefois regrettable, parce que la technique, là, ne sauve pas seulement les patientes qui sont de manière courtoise venues pour faire une embolisation, mais ça peut sauver aussi des cas des urgences. Et si nous n'avons pas de pratiques comme ça, euh,
nous avancerons difficilement. Je pense qu'il y a toujours des domaines de collaboration. Le professeur Nzamouche l'a dit, et puis il parle avec simplicité. On ne peut pas tout faire d'un seul côté. On peut collaborer et avancer, faire avancer toute la science, quoi. C'est ce que je peux dire plus ou moins. Ah, oui, professeur Bazebozo, le début ne sera pas facile, mais avec constance, avec persévérance, tout le monde va s'enrôler. Je pense que la médecine, nous sommes obligés de collaborer. C'est pareil, hein, c'est pas seulement au Congo, même sous d'autres cieux. Par exemple, pour l'embolisation de la prostate, l'embolisation prostatique pour des cas d'hypertrophie, il y a toujours eu des conflits d'intérêts entre urologues et radiologues interventionnistes. Donc, je pense que à un certain moment, on doit collaborer, surtout organiser des conférences, des séminaires sur ça, des échanges, et on pourra, pourquoi ne pas établir des protocoles ensemble avec, par exemple, des gynécologues, des urologues, des neurologues concernant toutes les interventions chirurgicales qui peuvent être réalisées aussi en radiologie interventionnelle. Faire des consensus, je pense que on doit les faire. Organiser surtout des conférences, des partages, des discussions autour de ces genres de sujets. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, je ne sais pas si le professeur Mata est là, on pourra clôturer la séance d'aujourd'hui. Une dernière question peut-être ou une contribution. S'il n'y en a pas, on va clôturer aujourd'hui, par ici aujourd'hui et nous espérons vous retrouver encore dans des prochains webinaires pour essayer de- d'échanger autour de la médecine, de l'imagerie particulièrement. Docteur René, ah, merci docteur. Donc nous allons clôturer par ici. Merci beaucoup au professeur Bazebozo, professeur Nzamouche, le professeur Molois pour son intervention aussi. Merci beaucoup à tout le monde, tous les participants. Et bonne soirée, bonne nuit. Pour nous, il est déjà 4 heures. On va essayer de se reposer pour commencer la journée. Merci, merci à tous. Merci beaucoup. D'accord. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci. Professeur Mola, vous avez levé la main? Non, non, ça fait il y a longtemps. Ah, d'accord. Bon, d'accord. Bon, bonne soirée, bonne soirée. Au Merci, revoir. ma professeur. Au revoir. Merci.